Marc Échinger, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Marc Échinger, 58 ans, français, résident en Haute-Savoie, avec une longue carrière qui se termine, qui a commencé d'abord avec des études d'expertise comptable, qui a déjà bifurqué sur un terrain beaucoup plus particulier qui est celui du trading. Et j'étais patron de salle des marchés pendant plus de 15 ans. J'ai publié pas mal, que ce soit de livres sur la finance ou d'articles, et j'étais assez connu pour avoir travaillé sur les attaques qui concernent les monnaies, que ce soit la livre avec la Banque d'Angleterre ou le Thai Baht en Thaïlande, les monnaies de certains pays. Et après ce parcours-là, à peu près en 2000-2001, à partir du moment où il y a eu le 11 septembre, j'ai changé d'activité. Je suis un petit peu resté dans la finance, mais avec déjà une orientation sur ce qui concernait le financement du terrorisme. Et puis ça a basculé en allant sur des théâtres de guerre. J'ai fondé une société qui s'appelle API Capital, qui est dédiée au renseignement économique, au renseignement, on va dire tout court, sur les zones de guerre. Et qui vous permet, si vous avez des intérêts dans un théâtre de guerre, d'avoir des informations, d'avoir tout ce qu'il faut pour essayer de gérer la situation dans laquelle vous avez été amené à vous retrouver du fait de la guerre. Quand vous posez une question écrite à un ministre, il est censé répondre. Il a 2 mois pour répondre, en gros, c'est l'usage. Bon. Le problème, c'est qu'à la Chambre des députés, vous avez 577 députés. Et donc, chaque année, ils posent en gros 20 000 questions écrites. Et donc maintenant, les ministres se mettent derrière ce paravent en disant « Mais regardez, on nous pose trop de questions écrites, donc on ne va pas répondre. » Ça ne sert à rien. Pourquoi respecter le Parlement ? Ça ne sert à rien. De mémoire, alors ce qui est sûr, aux États-Unis, vous avez 100 sénateurs. En France, on peut le vérifier rapidement, 345. Aux États-Unis, vous avez à peu près 300 et quelques représentants. Vous avez 577 députés en France. Donc en gros, c'est un volume de 40%. Donc ouais, on mange, on donne à manger à tout le monde. Voilà, tout le monde veut manger. Et donc le député, il y en a qui font des efforts, mais il n'est pas plus considéré que celui qui fait rien. Et moi, je trouve ça dommage. Prenez le cas d'un... peu importe l'étiquette, qu'il soit même du Front National ou du Rassemblement National ou de quoi que ce soit, c'est pas un problème. Prenez le cas de Hugo Bernalicis, qui est, lui, je crois, à France Insoumise. Il est surtout président d'une commission qui permettrait qui travaille sur la justice indépendante. Comment rendre la justice plus indépendante en France ? C'est une question majeure. Tous les députés devraient le soutenir, peu importe le parti, c'est transpartisan comme question, d'avoir une justice indépendante. Mais il est tout seul. Et donc son travail, bien que très méritoire, il fait tout ce qu'il peut, il met vraiment, vraiment tout son cœur, on le sent bien, mais ça ne servira à rien. C'est dommage. Je dirais que le chemin passe par une prise de conscience et par idéologie. Moi, je viens d'une famille qui a servi la France. Mon père est un ancien, il est décédé, mais il a été à 18 ans, il a défilé contre il s'est battu contre les Allemands le 11 novembre 40 lors du défilé. Il a été arrêté, il s'est évadé, il a terminé en camp de concentration. Et il m'a élevé dans un état d'esprit qui était celui du sens de l'honneur. Il avait le sens du service de l'État, mais surtout il avait des valeurs. C'est quelqu'un qui a toujours refusé, il aurait pu avoir la Légion d'honneur, il a toujours refusé de la porter parce qu'il me disait « mais tu vois, jamais je la demanderai, jamais je ferai quoi que ce soit pour avoir cette médaille-là, parce qu'il y a des gens qui la portent, dont je sais pertinemment qu'ils étaient de l'autre côté pendant la guerre. » Et il était resté très marqué par ça, et ses compagnons de camp
qui eux avaient cédé à la tentation et avaient ce genre de décoration, lui disaient mais bon, on apprécie, disons, ton jugement, mais il est dur et on a le droit aussi à avoir un peu du gâteau, un peu de remerciement et tout ça, et il l'a jamais voulu. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai été élevé. Et donc, aujourd'hui, si je mène les combats, c'est des combats que je mène sans avoir l'idée de me rémunérer avec ou de vouloir quoi que ce soit. L'idée même de me faire descendre en sortant d'ici, mais complètement, vraiment, c'est sans objet, ça m'est égal. Par qui ? Parce que j'ai pas mal de gens qui voudraient que j'arrête de donner des informations qui doivent rester confidentielles et de les rendre publiques. Là, je suis sur le 2e tome pas de mes mémoires, mais disons de mes activités. Je vais parler du financement de terrorisme et de la façon dont Daesh s'est financé par la vente de son pétrole. C'est particulièrement choquant pour les Français. Donc, il y a des gens qui aimeraient bien que ça ne soit pas public. Mais il y a heureusement des procédures en cours en Italie qui me font penser qu'on va arriver à gagner ce combat et que ça va être public et qu'on va dire aux gens comment Daesh est financé, par quel flux, par quelle société. Et les gens vont comprendre que l'affaire Lafarge, qu'ils connaissent un peu, parce que bon, Lafarge, c'est un financement de 12 millions d'euros qui a été fait en faveur de Daesh. Elle était à la limite, l'affaire Lafarge, un peu excusable, parce qu'il y a eu des opérations spéciales qui ont eu lieu autour de la cimenterie de Lafarge en Syrie. Mais là, le financement de Daesh par son pétrole est totalement inexcusable. Pour vous en dire quelques mots rapidement, en 2014, à partir de 2014, Daesh investit des champs pétrolifères dans le nord de l'Irak, un endroit que je connais très bien. La production est assez faible, mais suffisante pour pouvoir créer une source de financement importante, leur source majeure de financement. Mais ils n'ont pas de moyen d'évacuer ce pétrole. Pour pouvoir le vendre, il faut le transporter, c'est pas consommable sur place. Donc il y a quelqu'un qui va les aider à mélanger ce pétrole au pétrole de contrebande des Turcs. Ce pétrole va se retrouver camionné jusqu'à Dortiol. Et à ce moment-là, à Dortiol, il est déchargé et chargé sur des tankers. C'est une société française qui se charge des opérations. Ce pétrole est vendu à des traders. Est-ce qu'ils sont au courant de ces sociétés françaises ? Parfaitement. Vous avez des preuves de ça ? Parfaitement. Ce pétrole est mélangé donc et vendu à des traders suisses et après, avec des faux papiers, il est vendu un peu partout, notamment en Italie. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 2 procureurs italiens de Cagliari et Brescia qui travaillent avec la police contre-terroriste pour déterminer quel flux est allé exactement sur Daesh, quel flux est allé exactement vers les Kurdes. Mais le schéma, en tout cas, d'export de l'huile de Daesh, maintenant, on le connaît. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point on le connaissait déjà quand il y a eu l'enquête parlementaire. Il y a une mission parlementaire qui a eu lieu en 2016, deuxième semestre 2016. Vous avez des députés qui se demandent mais comment Daesh se finance. Donc il y a une commission d'enquête parlementaire qui est faite. Le rapport ne mentionne strictement rien de tous ces événements. On parle de l'art, de beaucoup de choses, tout ça, mais pas du pétrole de Daesh qui constitue 90% du financement. Ce financement-là est tellement important qu'on peut dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu ce flux, il n'y aurait pas eu le califat. Et donc, il n'y aurait pas eu les attentats, notamment je parle de ceux du Bataclan, il n'y aurait pas eu les attentats qu'il y a eu après. Et donc, c'est une trahison qu'il y a eu non seulement vis-à-vis des Français, non seulement vis-à-vis des victimes du Bataclan, mais aussi vis-à-vis de la police, et je pense aux gens de la cellule Alat. La cellule Alat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cellule spécialisée au niveau de la DGSI qui est chargée de travailler sur le terrain à démanteler les filières djihadistes. C'est un travail de chien, c'est un travail extrêmement dur. Et il est évident qu'à partir du moment où Daesh peut financer son califat, eux, ils vont énormément souffrir.